Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur comment le lac de données contribue à l'agilité de vos affaires. Je suis Camille Guégan, responsable du compte au sein du groupe NEOS sur la région du Québec. Avant de commencer, je vais vous préciser quelques détails. Nous organisons une séance de questions-réponses en direct à la fin de la présentation du webinaire. Donc, nous avons activé la fonctionnalité « Poser une question » sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire. Nous allons nous faire un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation en direct avec vous. Si toutefois nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, à ce moment-là, on pourra vous répondre par email. Donc, n'hésitez pas à pouvoir indiquer votre nom sur vos questions. Dans ce webinaire, notre conférencier Gabriel Guimond-Prévost partagera avec vous les enjeux et les solutions pour la mise en place d'un data lake dans votre entreprise. Il est passionné de données et il a un petit peu plus de 10 ans d'expérience en intelligence d'affaires et en data science. Gabriel supporte les clients du groupe NEOS dans la stratégie et les décisions quant à l'utilisation de leurs données et notamment dans le cadre de la gouvernance de données ainsi que de la mise en place des data lakes. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais céder la parole à Gabriel. À toi. Je te remercie beaucoup pour l'introduction, Camille. Donc, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner davantage d'informations sur comment un lac de données peut améliorer l'agilité de votre entreprise. Donc, sans plus attendre, regardons qu'est-ce qu'on va voir durant les prochaines minutes. Donc, tout d'abord, on va vraiment se donner une bonne base en définissant qu'est-ce qu'un lac de données. On va aussi discuter des origines et qu'est-ce qui le rend si populaire aujourd'hui. On va aussi regarder des types de scénarios d'affaires et aussi quelle est la place du lac dans une architecture de données d'entreprise. Ensuite, on va ajouter quelques détails techniques, dont les zones du lac de données, les différents endroits où on peut placer vos données à l'intérieur du lac. On va aussi parler des différents formats de fichiers qu'on peut utiliser à l'intérieur du lac, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Puis on va regarder aussi quelques outils pour interagir avec nos données dans le lac. Par la suite, on va faire des liens entre le lac de données et l'intelligence d'affaires. Donc, comment les deux vont coexister et vont pouvoir travailler ensemble. Après, on va regarder des éléments de sécurité et de gouvernance de données, par exemple au niveau des accès. Puis, on va discuter de 3 technologies qui sont disponibles sur le marché pour jouer le rôle du lac de données. Et on va conclure avec des mythes et des meilleures pratiques qui vont résumer tout ce qu'on a vu tout au long du webinaire. Donc, débutons avec les fondements, avec une bonne définition pour partir du bon pied. Donc, voici comment on va définir le lac de données. Donc, le lac de données est un dépôt unique qui contient des données dans leur format brut et transformé qui sont utilisées pour des rapports, de l'analyse avancée et de l'apprentissage machine. Il est important de retenir que ce n'est pas simplement les données brutes qu'on va retrouver au sein du lac. On va voir plus loin dans la présentation vraiment comment chaque type de données va se retrouver dans chaque différente zone. Notez aussi que tout au long du webinaire, je vais utiliser 2 termes pour utiliser comme synonyme pour lac de données. Je vais utiliser le terme dépôt de données et réservoir de données aussi. Donc, faisons un petit voyage dans le temps pour définir comment le réservoir est né et toute son évolution à travers les années aussi. Donc, à la base, un des principaux problèmes des bases de données, c'est vraiment le travail en silo de nos différents systèmes, puis la difficulté d'avoir toutes nos données de l'organisation à un seul endroit, vraiment pour la consommation de ces données-là. Le terme lac de données provient principalement de James Dixon, qui est un ancien CTO de la compagnie Pentaho, qui est une entreprise qui fournit des logiciels et en intelligence d'affaires et aussi en big data. Celui-ci a une citation vraiment très intéressante sur le sujet, à laquelle il va comparer l'entrepôt de données à une bouteille d'eau prête à être consommée facilement et rapidement. Et quant à lui, le réservoir de données, lui, est vraiment une grande étendue d'eau qui est remplie par plusieurs sources. Et aussi, cette étendue d'eau-là, il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent l'utiliser de façon totalement différente. Par exemple, en l'examinant en surface, en plongeant et en allant en détail sur certains détails, et aussi on pourrait prendre des échantillons pour, par exemple, évaluer la qualité de la donnée. Pour encourager son essor au sein de l'évolution du lac de données, il y a eu les technologies comme HDFS, Hadoop et MapReduce qui ont vraiment grandement facilité la consommation de larges quantités de données. Par contre, HDFS, lui, et Hadoop vont utiliser de l'écriture sur disque aujourd'hui pour faire les calculs.
Donc, aujourd'hui, on va vraiment plus privilégier des solutions en mémoire pour capitaliser sur ces données-là. Donc, des technologies comme Spark ou Databricks vont être préconisées aujourd'hui. Finalement, l'info nuagique a vraiment rendu les initiatives de dépôt de données beaucoup plus faciles à réaliser pour les organisations. Parce que, en tant qu'organisation, vous n'êtes pas obligé vraiment d'avoir toute cette infrastructure-là sur vos serveurs à vous. Vous pouvez les louer via des services info nuagiques et avoir accès à tout cet espace de stockage-là à faible coût. Maintenant qu'on a une bonne base au niveau du lac de données, on va regarder quelques cas d'entreprises qui bénéficient d'un lac de données. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner des exemples de problèmes d'entreprise et comment ceux-là peuvent être intégrés à l'intérieur d'une architecture de données. Donc, le premier cas va être l'amélioration de l'environnement analytique, puis l'amélioration aussi d'une architecture d'entrepôt de données. Donc, en débutant vers la gauche, vous pouvez suivre mon pointeur à l'écran, on retrouve une variété de sources de données à l'intérieur de l'organisation. Puis, on va utiliser un outil de copie de données pour prendre ces données-là brutes et les envoyer au niveau de notre lac de données. Ce qui est bien avec notre lac, c'est qu'il va prendre vraiment des données de plusieurs sources différentes. Donc, on va être capable d'aller chercher des logs de vos différents systèmes. On va être capable aussi d'aller chercher des informations de médias, donc des photos, des vidéos, des éléments comme ça. On va même être capable d'aller chercher d'amener des fichiers à l'intérieur du lac et bien entendu, vos données habituelles là, dans vos applications d'affaires qui résident dans des bases de données, par exemple. Donc, après notre lac, on va retrouver deux sorties possibles au niveau de la donnée. Donc, dans notre exemple, on va prendre un magasin de vente au détail. Donc, dans la sortie du bas, on a le cas classique au niveau d'intelligence d'affaires. Donc, on va retrouver nos suspects usuels, notre entrepôt de données et nos rapports, nos dashboards qui sont branchés sur cet entrepôt de données-là. Donc, après notre lac, notre endroit de stockage, on va avoir un peu de travail au niveau des données pour les préparer, pour les transformer et ensuite les envoyer au niveau de notre entrepôt de données et de nos rapports. L'aspect qui est intéressant au niveau du lac, c'est qu'on a un autre niveau plus haut. Donc, si on vient à notre exemple de retail, disons qu'on a notre équipe d'achat qui veut une application web qui va capitaliser sur les données de vente de la veille et aussi sur les visites du site web et les recherches pour faire une espèce d'algorithme de recommandation pour recommander certains achats à réaliser. S'il y a des items qui se vendent plus que d'autres, par exemple. Donc, on va pouvoir prendre ces données-là disparates qui nous proviennent du lac en format brut, venir les transformer et ensuite venir faire un petit algorithme. Ensuite, on va stocker le résultat de l'algorithme au sein d'une base de données NoSQL pour faciliter la collecte de ces données-là, le fait de récupérer ces données-là. Et on va les envoyer vers une application web pour consommer le résultat de cet algorithme-là. Donc, ce qui est intéressant aussi au niveau du lac de données, c'est que ça vous permet d'avoir un environnement pour tester vos données avant de l'ajouter à votre entrepôt de données. Donc, on sauve un peu la partie extraction qu'on fait habituellement au niveau d'un data warehouse parce que notre donnée est déjà au niveau du lac. Donc, il nous reste la partie de transformer nos données et de les charger au niveau de l'entrepôt de données. Donc, ça vous donne vraiment une belle amélioration en termes d'agilité de développement au sein de votre entrepôt de données actuel. Regardons maintenant un deuxième cas d'affaires. Dans celui-ci, on a une de nos données sources qu'on veut suivre en temps réel. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre un exemple d'entreprise manufacturière qui a des capteurs ou des éléments Internet of Things qui vont être installés sur leurs équipements de machinerie pour suivre leur niveau de production et estimer aussi quand ces machines-là vont nécessiter une maintenance. Donc, il y a quelques différences avec le modèle qu'on a présenté précédemment. La première est le fait que l'ingestion va se passer via un service d'analyse en temps réel. Donc, il se trouve juste ici dans le diagramme. Un exemple d'outil comme celui-là serait Stream Analytics de Microsoft. Donc, pourquoi on utilise un outil comme ça comparativement à notre data copy, ici, notre copie de données? C'est que souvent, cet outil-là va se déclencher via une cédule et non en temps réel comme celle-là. Et il va être capable de traiter beaucoup plus de données à la fois aussi.
Ensuite, on voit, lorsqu'on arrive au niveau du lac, on voit encore qu'il y a deux sorties. Donc, dans le monde du temps réel, on va appeler ça le chemin chaud et le chemin froid. Dans le haut du diagramme, on va retrouver notre chemin chaud. Donc, dans notre exemple d'entreprise manufacturière, on pourrait avoir une application en temps réel qui est installée sur les appareils mobiles de notre équipe de maintenance. Et ceux-ci pourraient recevoir des alertes lorsqu'il y a une certaine machine qui a de la maintenance préventive à réaliser. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on prend nos données qui arrivent en temps réel, on va venir les traiter ici dans notre étape de transformation de la donnée. On va venir aussi mettre un petit algorithme pour évaluer cette maintenance-là. Encore une fois, même principe que tout à l'heure, on va mettre ça, le résultat de notre algorithme au sein d'une base de données NoSQL pour faciliter le traitement des données. Et ensuite, on va envoyer ça sur l'application en temps réel sur les téléphones de nos équipes. Notre chemin froid, lui, va être similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Puis, ce qu'on va venir faire, disons qu'au niveau de nos capteurs, on capte de l'information à chaque seconde. Eh bien, ce qu'on peut venir réaliser ici dans notre étape de traitement, c'est de venir changer la granularité de cette information-là. Donc, pour ne pas nécessairement se retrouver avec des données à chaque seconde au sein de notre lac, c'est possible de venir les agréger à un niveau plus haut, aux 5 minutes, aux 10 minutes, tout dépendant de vos besoins. Et ensuite, ici, on les ramène au niveau de notre lac, au niveau de notre data warehouse et au niveau de nos rapports. Donc, dans notre exemple, eh bien, l'entreprise pourrait suivre le niveau de production et les comparer au sein de ces différentes pièces de machinerie-là. Donc, on utilise vraiment nos données pour de deux façons totalement différentes. Ça permet vraiment de capitaliser vos données de deux façons totalement différentes, mais très complémentaires. Voyons maintenant notre dernier cas qui utilise l'intelligence artificielle puis l'apprentissage machine pour capitaliser les données. Donc, dans ce modèle-là, on va utiliser un service d'apprentissage machine qui se trouve juste ici pour opérationnaliser nos modèles complexes facilement. Notez que le modèle d'intelligence artificielle pourrait être consommé via d'autres méthodes comme un REST API, par exemple. Puis là, notre différence ici, comparativement aux autres petits modèles de tout à l'heure, ici, on parle d'un modèle qui serait beaucoup plus gros à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un service au niveau de l'apprentissage machine. Pour cette architecture-là, on va prendre l'exemple d'un aéroport qui va prédire le nombre de passagers qui vont arriver et ça va nous donner des recommandations pour les allocations aux portes d'embarquement. Donc, encore une fois, un peu le même principe que tout à l'heure, on a une application qui est aux gens qui sont responsables des portes d'embarquement, notre base de données NoSQL qui est toujours là, notre service d'apprentissage machine qui est ici, qui capitalise sur nos données du lac, puis ces données-là pourraient provenir de caméras de surveillance qui se trouvent à l'entrée de l'aéroport ou dans le stationnement de l'aéroport, donc un média. Puis on pourrait mixer ça avec nos applications, donc nos ventes de billets, nos annulations et tout ça. Donc, on verrait vraiment capitaliser sur des différents types de données, donc nos données structurées qu'on va retrouver ici et des données non structurées qui vont provenir de vidéos. Donc, notre lac, vu sa flexibilité à prendre différents types de données, vient vraiment donner un très gros avantage à une entreprise qui va utiliser le lac de cette façon-là. Donc, là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu 3 cas différents, mais ce qui est intéressant avec le lac, qui vous donne beaucoup de flexibilité, c'est que vous pouvez mélanger certains aspects. Donc, si vous voulez mélanger des données en temps réel avec l'amélioration d'un entrepôt de données, l'utilisation d'apprentissage machine, d'applications en temps réel, c'est possible de mélanger ça ensemble puis venir adapter vraiment à vos besoins en termes d'information. On va regarder maintenant quelques enjeux un peu plus techniques au niveau de notre réservoir de données. Puis le premier, c'est nos ondes. Tout d'abord, je tiens à mentionner, si vous fouillez un peu plus sur le sujet, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée. Moi, je vous en présente une, mais si vous fouillez un peu, vous allez pouvoir en voir d'autres aussi. La première zone est vraiment la plus évidente, qui va s'appeler la zone de données brutes. Donc, vous trouvez vraiment toutes les données à leur état brut là, à cet endroit-là. Ce qu'il faut, donc, sans aucune modification sur ces données-là. Ce qu'il faut retenir, par exemple, c'est que souvent, cette zone-là va vraiment avoir un accès qui est restrictif, qui va souvent même être interdite aux usagers finaux du lac. Ça va vraiment plus être une zone tampon.
Notre deuxième zone va trouver des données maîtres, par exemple des lookups sur certaines données, où on va pouvoir avoir des données qui ne changent pas très souvent au sein de votre environnement. La troisième zone qui est très intéressante, c'est une zone d'archives. Donc, on va avoir des données références pour votre entreprise qui ne sont pas souvent utilisées, ou si vous voulez garder des données pour répondre à certaines règles ou lois qui vous obligent à garder des données pour un certain nombre d'années, mais qui ne sont pas très utilisées au day-to-day dans votre organisation. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre dépôt de données est vraiment fait pour conserver les données de façon perpétuelle. Puis, c'est vraiment pratique parce qu'au sein d'un lac de données, si on garde nos données à cet endroit-là, au niveau du coût, ça va coûter beaucoup moins cher que de garder ces données-là dans une base de données, par exemple, surtout si elles ne sont pas consultées très souvent. Notre quatrième zone va être la zone de bac à sable analytique. Dans cette zone-là, les données sont vraiment prêtes à être utilisées pour des expériences ou de l'exploration par vos data analystes ou vos data scientists. À cette étape-là, il y a un nettoyage qui a été fait, il y a déjà des transformations qui ont été faites. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, on va en parler un peu plus tard, mais à cette étape-là, vous pouvez avoir fait certaines étapes, par exemple, de cacher ou de masquer certaines informations qui sont personnellement identifiables, qui ne sont pas très utiles au niveau de l'analyse. La dernière zone va être la zone de données organisée. Cette couche-là peut vraiment avoir plusieurs types d'usages. Tout d'abord, elle peut imiter le schéma de votre entrepôt de données. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est faciliter la livraison dans votre environnement final. Ou si on peut viser d'autres systèmes comme des applications en temps réel. Puis finalement, le résultat des expériences que vous avez faites dans la zone de bac à sable va être envoyé dans cette zone-là pour être consommé soit dans d'autres applications dans votre entrepôt de données ou autres applications. Finalement, votre zone organisée puis votre zone de données brutes, souvent, ça va être les deux zones les plus grandes de votre lac de données. Puis, ce qui est intéressant avec le lac, ce qui donne encore plus de flexibilité, c'est que vous pouvez rediviser ces zones-là en sous-zones. Donc, vous pouvez diviser par domaine d'affaires, par exemple, avoir un dossier pour les ressources humaines, un dossier pour les finances, etc. Vous pouvez y aller par sensibilité de l'information. Donc, est-ce qu'on a de l'information qu'on ne veut vraiment pas qui soit visible au sein de l'organisation ou des données qu'on est prêt à partager avec des tiers parties? Ou si on pourrait séparer tout ça par horizon temporel. Donc, ça nous permet vraiment de ségréguer notre lac puis d'avoir une certaine rapidité si on charge des données, par exemple, seulement du dernier mois. Donc, si nos données sont déjà dans un dossier séparé, ça facilite beaucoup le traitement de la donnée. Donc, encore une fois, ça vous donne vraiment une couche de flexibilité de plus parce que vos zones, vous pouvez les subdiviser pour vraiment répondre aux besoins que vous avez pour votre lac. Pour les visuels, voici une représentation graphique de toutes nos zones. Donc, si vous suivez encore mon pointeur à l'écran, la majorité de vos données sources vont arriver dans notre zone de données brutes, excepté bien entendu pour nos données maîtres. Donc, ensuite, on va prendre nos données maîtres et nos données brutes et on va les transformer pour les envoyer vers notre zone où nos données sont prêtes à aller vers d'autres systèmes. Ici, on voit qu'on envoie nos données vers un entrepôt de données, donc un Enterprise Data Warehouse. Par contre, on pourrait envoyer ces données-là directement vers du reporting ou vers d'autres systèmes aussi, comme un système en temps réel. Nos données brutes aussi vont aller vers notre bac à sable où nos expériences vont pouvoir être faites. Puis une fois que ces expériences-là sont prêtes à être capitalisées dans nos autres systèmes ou par des analystes d'affaires, par exemple, eh bien, on va être prêt à envoyer ça vers notre zone de données organisée. Finalement, on peut venir utiliser notre lac de données aussi pour archiver de l'information qui est un peu plus vieille, qui n'est pas vraiment utilisée au quotidien de notre entrepôt de données. Donc, on les envoie directement vers notre zone d'archives. Ça, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça permet d'alléger notre entrepôt de données, puis améliorer même potentiellement son temps de réponse si on a des données qui sont vraiment plus du tout utilisées au quotidien par l'organisation. On va maintenant parler de différents formats de fichiers qui peuvent être ajoutés dans votre réservoir de données, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Parce que même si un lac de données peut prendre tout type de fichiers, ce n'est pas tous les types de fichiers qui vont réagir de la même façon, surtout lors de l'écriture ou lors de la lecture dans le lac. On va commencer avec le fichier CSV, qu'on est tous assez habitués de voir au quotidien. Donc, ces fichiers-là, c'est des fichiers qui sont représentés par un caractère, soit qui délimite la fin d'une colonne ou la fin d'une ligne. C'est des fichiers qui sont très facilement compréhensibles par l'humain. Puis,
Le gros désavantage avec ce type de fichier-là, c'est que si vous avez un cas plus complexe ou une structure de données complexe, c'est très difficile à gérer. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup de mots de tête là, à gérer, soit des retours à la ligne à l'intérieur de mes fichiers CSV ou d'utilisation du caractère dans mon texte pour séparer les colonnes. C'est un format qui est bien, mais qui a ses limites. Le fichier JSON, lui, est beaucoup plus moderne, va souvent être utilisé dans des applications REST API. C'est souvent ce type de fichier-là qui va être retourné lorsqu'on fait un appel à ces différents services-là. Donc, c'est un format qui supporte des structures complexes. Par exemple, si on a une personne qui a plusieurs numéros de téléphone, ça se gère très bien au sein d'un fichier JSON. Par contre, la structure est répétée, ça peut la rendre un petit peu plus difficile à lire. Les fichiers ORC, maintenant, ORC, sont conçus pour l'utilisation avec Hadoop et Hive. C'est des fichiers qui sont cette fois-là en colonne, qui sont plus petits vu qu'ils sont très optimisés. Par contre, une fois que le fichier est créé, on ne peut pas le mettre à jour. On peut toujours, par exemple, prendre le résultat du fichier, ajouter les données qu'on veut ajouter, puis créer un nouveau fichier. Mais une fois que le fichier est créé, on ne peut plus y toucher. Ensuite, on a nos fichiers Parquet, qui sont aussi en colonne et qui sont très compressés pour stocker une grande quantité de données et permettent une lecture de ces données-là très rapide. Par contre, même si la lecture est rapide, l'écriture, elle, est un petit peu plus lente. Finalement, on a nos fichiers Avro qui fonctionnent, eux, en ligne, comme nos fichiers JSON et nos fichiers CSV, et vont utiliser le JSON pour la définition de nos schémas et de nos types de données à l'intérieur du fichier. C'est des fichiers qu'on peut modifier très rapidement. C'est un format qui est très bon pour la zone de données brutes, vu qu'il est très flexible et vu que l'écriture va être très rapide aussi. Bien entendu, le désavantage va être que la lecture, elle, va être un petit peu plus lente vu son format qui est en ligne. On va regarder maintenant comment on peut interagir avec un lac de données et les différents types d'outils qu'on peut utiliser. Tout d'abord, il faut vraiment parler au niveau de l'interaction. L'interaction avec notre lac peut être faite à plusieurs niveaux. Donc, ce qu'on peut vouloir faire, c'est écrire dans notre lac, donc ajouter des nouvelles données. On peut vouloir interroger notre lac, donc interroger les données qui sont à l'intérieur, comme on fait avec une base de données, et aussi lire les données pour les amener d'un système, d'une zone vers une autre ou vers un autre système externe. On a le langage USQL en premier, qui est un langage d'interrogation du dépôt de données, un peu comme SQL avec les bases de données. Il permet principalement d'interroger notre lac. On a aussi des API via différents langages de programmation. Cette façon d'interagir avec le lac va surtout être utilisée pour charger des nouvelles données ou faire des interrogations très simples au niveau du lac. On peut aussi utiliser des outils de reporting comme Tableau ou Power BI pour interagir avec votre réservoir. Dans ce cas-là, il faut vraiment savoir exactement où les données sont. Puis on va le voir un peu plus loin. On a aussi des outils comme Spark et Databricks qui sont très solides au niveau de l'analyse des données. Ces outils-là, comme on disait plus tôt, c'est des outils qui vont charger nos données en mémoire pour faire les transformations et les envoyer d'une zone à une autre ou les envoyer dans un autre système comme un entrepôt de données. Justement, parlant d'entrepôt de données, on a des technologies comme Synapse de Microsoft qui nous permettent directement d'interroger les données provenant du lac de données, puis de les envoyer vers une table de fait dans notre entrepôt de données. Et tout ça se fait avec du code SQL qui est souvent très bien maîtrisé par nos développeurs d'intelligence d'affaires habituels. Donc, encore une fois, c'est une technologie qui vous permet d'utiliser vos ressources actuelles, donc qui vous donne beaucoup de flexibilité, puis c'est un peu plus facile de démarrer votre projet de cette façon-là. Maintenant, justement, parlant d'intelligence d'affaires, on va vraiment faire un lien entre les deux, entre le lac de données puis nos outils classiques d'intelligence d'affaires. Première chose qui est importante de mentionner, c'est que notre réservoir ne remplace pas votre environnement BI actuel ou votre entrepôt de données. On l'a vu dans nos slides d'architecture et de code d'affaires. Les deux peuvent cohabiter ensemble. On les a vus tous les deux étant dans les mêmes architectures de données. Donc, les deux n'ont pas les mêmes buts et n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Je vous dirais même que ces buts et ces fonctionnalités-là sont totalement compatibles ensemble. Donc, notre entrepôt de données, lui, permet des données transformées et structurées seulement. Et notre lac de données, lui, va prendre des données structurées, non structurées, et aussi brutes et transformées.
Donc, si on se rappelle là, de l'image de la bouteille d'eau versus l'étendue d'eau. Ensuite, pour mettre des nouvelles données dans un lac, ça prend beaucoup moins d'efforts que dans un entrepôt. Mais pour récupérer les données, c'est l'inverse. Pourquoi? À cause du type de schéma. Au niveau du dépôt de données, donc au niveau de notre lac, on appelle ça un schéma on read. Ce que ça veut dire, c'est que notre structure de données va être déterminée seulement lors de la consommation de nos données. Pour un entrepôt de données, on dit que le schéma est on write. Ce que ça veut dire, c'est que notre structure va être déterminée lors de l'arrivée de nos données, lors de l'écriture de nos données. Le schéma on-write, lui, va vraiment être plus précis et plus rapide, si bien entendu, on a fait notre schéma de base de données de façon correcte et optimisée. Puis, pour sa part, lui, le schéma on-read va être beaucoup plus flexible, puis permet vraiment d'abriter tout type de données et est très résistant aux changements de schéma, par exemple l'ajout d'une nouvelle colonne. Maintenant qu'on sait ça, les différents types de schémas, j'aimerais revenir rapidement sur les zones. Parce que, encore une fois, le lac de données nous donne une excellente flexibilité au niveau du schéma, donc qui peut être changé. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut viser des objectifs totalement différents, tout dépendant on est dans quelle zone. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, on va être dans notre zone de données brutes, notre objectif, c'est l'écriture rapide de nouveaux fichiers. On veut que les fichiers ne prennent pas de temps à arriver au sein de notre lac, un peu comme on le fait avec une table de staging au sein d'une base de données. Puis dans notre zone de données organisée, ce qu'on veut, c'est que ce soit facile pour les usagers de découvrir ces données-là, d'être capable de se brancher puis de commencer à dériver de l'information de ces données-là. Ce qu'on peut penser à faire, c'est dénormaliser des données au sein de notre couche de livraison. Il faut vraiment rendre la découverte puis l'accès facile pour nos scientifiques puis nos analystes de données. Finalement, lui, notre lac va être bon pour des demandes ad hoc et l'entrepôt de données, lui, va répondre à des questions qui sont déjà définies grâce aux mesures, grâce aux dimensions et ces mesures et ces dimensions-là qui vont être connectées via des rapports et des tableaux de bord. Et maintenant, j'aimerais ça aller un peu plus loin dans nos au niveau, c'est quoi ces demandes-là ad hoc, justement? Ces demandes ad hoc-là, ce que c'est que c'est des questions que l'entreprise ne se pose pas souvent, mais lorsqu'elle se les pose, elle veut vraiment une réponse rapidement. Donc, c'est là que notre lac de données entre en jeu et est vraiment intéressant pour vos affaires. C'est qu'en ayant toutes vos données disponibles de façon brute à un seul endroit, vous avez seulement une place pour vous connecter, c'est vraiment beaucoup plus facile d'aller là et d'aller chercher les données qu'on a besoin, les traiter, puis d'arriver à une réponse beaucoup plus rapidement que, donc, en faisant une exploration rapide de ces données-là, c'est beaucoup plus rapide que de construire un modèle dimensionnel complexe, d'attendre après notre département TI qui nous montre le tout. Donc, on a déjà nos données accessibles à portée de main. Donc, vraiment, notre réservoir de données, ce qui nous permet de faire, c'est d'organiser nos données à moindre coût, puis d'axer le tout sur vraiment la consommation de nos données. On veut vraiment que nos utilisateurs soient capables de localiser rapidement l'information pour répondre à leurs besoins puis leurs questions d'affaires. Ce que vous avez à vous souvenir ici, encore une fois, c'est que les deux technologies, donc le lac et l'entrepôt de données, vont vraiment travailler main dans la main. Et l'une ne remplace pas l'autre technologie. On va maintenant passer à, je vous dirais, un sujet chaud lorsqu'on parle de lac de données, tout ce qui traite à la sécurité et à la gouvernance aussi. Donc, ce n'est pas parce que toutes vos données se retrouvent au même endroit que tout le monde a accès à tout. Un lac de données va vraiment s'apparenter à un serveur de fichiers, un peu comme ce que vous trouvez déjà dans votre organisation, vos file servers qui sont partagés au sein de votre organisation. Donc, et vous savez très bien que chaque dossier à l'intérieur de ça, ou chaque zone dans le lac, peut avoir un niveau de sécurité totalement différent. Donc, ici, c'est la même chose pour le lac. Donc, vos données qui sont transformées et anonymisées d'une zone à l'autre aussi peuvent avoir un niveau d'accès qui est totalement différent. Aussi, au niveau de la sécurité, notre réservoir va contenir plusieurs couches de sécurité pour s'assurer que cet actif important-là va être très bien protégé. On a 3 exemples au niveau des couches qui existent. Donc, on a l'accès à la plateforme. Donc là, on vient séparer l'authentification, donc qui se connecte, et l'autorisation. L'usager qui s'est connecté, quels sont ses droits et privilèges au sein de notre lac. Et bien entendu, il ne faut pas oublier tous nos comptes de services qui font
qui font le travail en arrière-scène. De plus, on a l'accès au réseau. Donc, on peut avoir des niveaux de pare-feu qui permettent seulement l'accès dans vos murs à vous, dans votre network à vous, dans votre réseau à vous. Et aussi, en termes infonuagiques, on peut avoir des réseaux virtuels aussi qui viennent protéger le tout. Puis finalement, on a de la protection des données, donc du chiffrement au niveau du stockage. Donc, si jamais notre serveur, si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans notre salle de serveur, qui part avec les disques, donc le chiffrement nous permet de protéger à ce niveau-là. Et on peut avoir du chiffrement en transit aussi. Donc, si quelqu'un capte via Internet, par exemple, une donnée qui est transférée via un système externe, eh bien, le chiffrement va permettre de protéger le tout. Donc, on trouve vraiment 3 couches pour protéger votre investissement au niveau du lac de données. Maintenant, en termes de gouvernance, on a différents éléments aussi. Le premier va être le catalogue de données. Le catalogue de données va vraiment être capital lorsqu'une entreprise va utiliser le dépôt de données parce que notre catalogue va agir comme carte de navigation entre nos zones. Ça va vraiment être clair quelle donnée est où, par où elle passe et tout ça. Puis, l'autre élément qu'il faut se souvenir aussi, c'est vraiment comment ces données-là vont voyager. Donc, de quel système ces données-là étaient à la base, où est-ce qu'elles sont chargées, où est-ce qu'elles sont chargées dans notre zone de données brutes, comment on a subdivisé notre zone de données brutes, quelles transformations on fait pour les amener vers notre couche de livraison. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment du traçage de données ou du data lineage en anglais. L'autre aspect au niveau de la gouvernance de données, c'est nos métadonnées. Donc, c'est nos données sur nos données. Par exemple, de quel système source ça a été chargé, combien de lignes ont été chargées, quand ça a été chargé, par exemple. Donc, ce qu'il faut penser lorsqu'on gère nos métadonnées, c'est qu'il faut les capturer lors de l'ingestion de nos données. Il faut vraiment penser à les automatiser. Il faut que ça soit très simple à gérer pour nous. Puis, on a quelques outils pour ça. Soit on peut utiliser les hiérarchies de dossiers pour faire acte de métadonnées. Donc, un dossier par système, par exemple, un dossier par date de chargement, par exemple. Ou sinon, on peut avoir un fichier à côté qui a nos métadonnées. Finalement, on a certains produits infonuagiques qui permettent d'identifier automatiquement nos données sensibles, comme des données d'identification personnelle, puis d'effectuer certaines actions préventives comme du masquage ou de l'anonymisation. Votre but, vraiment, ce que vous devez garder en tête, c'est vous devez continuer à démocratiser l'accès aux données grâce à votre LAC, mais tout en respectant les règles de gouvernance et de sécurité. On va maintenant passer sur 3 technologies qui sont disponibles sur le marché qui peuvent agir comme lac de données. On va traiter de 3 technologies. On va parler d'Amazon, on va parler de Databricks et on va parler de Microsoft aussi. Donc, débutons avec Amazon, qui offre vraiment son service central de Amazon Simple Storage Service, ou Amazon S3, qui permet la mise en place rapide d'un réservoir de données. Mais Amazon a aussi un service clé en main qui se nomme AWS Lake Formation, qui donne d'autres options telles que la collecte de données automatique avec AWS Glue, qui est un service ETL principalement. Et aussi, ils vont offrir un service de catalogue qui identifie automatiquement les données sensibles puis qui vont prendre action sur ces données-là. Et ça permet aussi d'identifier les données qui sont dupliquées, donc qui sont en double. Et le service va aussi offrir une très bonne sécurité et un très bon audit des accès à vos données. Donc, qui a accédé à quoi, quand, par exemple. Ensuite, on a Databricks, qui a vraiment une autre saveur au lac de données qui se nomme le Delta Lake. Il s'agit d'une couche open source qui s'ajoute à votre lac existant, qui permet des transactions acides, exactement comme dans une base de données. Le Delta Lake, lui, va être compatible avec Spark, ce qui le rend très rapide vu qu'il utilise la mémoire vive au lieu de l'espace disque pour faire les calculs et faire la transformation des données. Et un des grands avantages, c'est qu'on peut revenir en arrière puis voir la version des tables dans votre Delta Lake. C'est similaire à des tables temporelles dans SQL Server, ou si vous utilisez un logiciel de version de code, vous pouvez revenir en arrière et voir les changements. Donc, c'est la même chose, mais au niveau de votre base de données. Donc, vous pouvez voir tous les changements qui ont été faits au niveau d'une table et revenir en arrière si besoin est. Finalement, le Delta Lake va utiliser le type de fichier parquet.
On va terminer notre tour d'horizon des technologies disponibles avec Microsoft qui offre Azure Data Lake Storage Gen 2, qui est vraiment le plus récent outil de Microsoft actuellement. Il va être bâti, lui, sur Amazon Storage. Donc, il va être répliqué. Il peut être répliqué dans plusieurs régions pour améliorer la durabilité de la solution. Puis, c'est une solution qui est très évolutive parce qu'elle permet vraiment un immense espace de stockage. Puis, va permettre aussi de traiter beaucoup de données. Puis, par exemple, le temps réel, comme on a vu plus tôt aujourd'hui. Donc, un excellent stockage et la possibilité de faire entrer beaucoup de données en même temps. On a aussi l'espace de non hiérarchique qui va nous permettre la gestion très, très, très granulaire de nos accès. Puis aussi qui va prendre en charge de grandes quantités de données très rapidement, comme j'ai dit tout à l'heure. Aussi, on a une intégration qui est bon avec les autres outils Microsoft, que ce soit votre reporting avec Power BI, votre traitement des données avec Databricks ou Synapse au niveau de votre entrepôt de données. Finalement, on a une bonne sécurité aussi grâce au chiffrement, l'accès via pare-feu, les réseaux virtuels et tout ça. Donc, on a vu 3 technologies principalement qui nous permettent vraiment à moindre coût, à moindre investissement de votre côté, de démarrer votre projet de réservoir de données. Parce que ça serait souvent très lourd de démarrer tout ça sur votre infrastructure à vous. Puis aussi, l'autre avantage du cloud, c'est que si jamais vous avez besoin, par exemple, durant une période limitée de temps, vous avez plus d'usagers, vous avez plus de travail à faire au niveau de votre lac, plus de transformation, vous pouvez, pour une période donnée, moduler la capacité, donc l'augmenter ou la diminuer. C'est quelque chose qui est possible au niveau de l'info nuagique. Avant de vous laisser avec les mythes et meilleures pratiques, on voulait vous donner quelques pistes pour bien démarrer votre projet de dépôt de données. Donc, comme on l'a vu dans la portion intelligence d'affaires et LAC, le LAC et l'entrepôt de données vont vraiment avoir des objectifs différents. Donc, il faut se poser la question si votre entreprise cherche à capitaliser des données en temps réel, à avoir de l'analyse ad hoc, d'utiliser de l'AI ou de l'apprentissage machine, le lac de données est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais il faut quand même se poser la question d'être certain qu'on n'amène pas de nouvelles technologies et qu'il y a vraiment un besoin au niveau de ça. Aussi, débuter par vraiment un petit projet avec un objectif très clair. Voici quelques exemples que vous pouvez faire. Donc, si votre équipe commence à traiter des données qui sont peu habituelles et qui cadrent vraiment moins bien avec votre environnement, par exemple des photos, des vidéos, c'est vraiment un endroit où le lac peut amener un beau bénéfice. Aussi, vous pouvez utiliser le lac comme staging pour votre entrepôt de données actuel ou comme endroit pour vos données d'archives aussi. Donc, de capitaliser sur la zone archive pour délester votre entrepôt de données. Pensez aussi à comment vous voulez créer vos zones, quel type de données se trouve où. Commencez à penser à votre data lineage aussi, puis utilisez cette planification-là pour commencer votre catalogue de données, votre data lineage, créer vos zones. C'est toujours mieux de commencer à les créer et de penser à ça avant de mettre des données. Parce que ça peut vraiment être facile de perdre le contrôle ici. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de trouver une bonne balance entre l'agilité d'amener des nouvelles données dans votre lac, puis la rigueur d'implémenter une bonne architecture. Je vous dirais que ça vaut la peine d'y penser. C'est un sujet qui n'est pas évident, puis la réponse va vraiment être différente d'une compagnie à l'autre, tout dépendant de ce qu'elle recherche au niveau du lac. Donc, on va terminer comme prévu avec nos mythes et nos bonnes pratiques. Donc, on va en profiter pour mettre vraiment l'accent sur les points principaux que j'aimerais que vous reteniez à la fin de ce webinaire-là. Donc, le premier, vous l'avez déjà entendu beaucoup, le dépôt de données, le lac de données ne remplace pas votre entrepôt de données. Les deux travaillent ensemble, ont des buts communs. Ont des buts qui se complètent très bien, excusez. Ensuite, votre lac n'est vraiment pas seulement pour votre stockage de données. Il faut vraiment le voir comme étant une architecture conceptuelle qui permet de suivre le cycle de vie de vos données. Donc, cette fonctionnalité-là, elle va être rendue possible grâce à vos couches de données, grâce à votre catalogue et grâce au data lineage que vous allez avoir fait. Aussi, justement, en parlant de ces zones-là, un autre mythe qu'on entend souvent, c'est que le lac de données est seulement là pour les données brutes. On a vu qu'il est possible de diviser votre réservoir en zones et même en sous-zones pour mieux gérer tous les types d'accès et les cas d'utilisation de vos données. Notre dernier mythe est vraiment au niveau de la sécurité.
vu que toutes nos données sont au même endroit, c'est vraiment facile de penser qu'on n'a pas de sécurité dans un lac. Mais vu l'importance de cet actif-là pour une entreprise, il est vraiment important d'avoir plusieurs couches de sécurité, puis d'utiliser les zones pour stocker les données aux bons endroits, puis réaliser les transformations qui sont nécessaires, comme du masquage et de l'anonymisation entre les zones, tout dépendant quel type d'utilisateurs y ont accès. Si jamais vous voulez aller plus loin, on vous a laissé quelques liens si vous êtes curieux. Puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un coup de main pour l'implémentation de votre lac de données. Maintenant, c'est à notre tour de vous écouter. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les publier au niveau du chat. Je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Merci Gabriel. Je vérifie juste que tu m'entends bien. Très bien, Camille. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, merci pour cette présentation. Écoute, on a pour l'instant quelques questions. C'était par rapport au début de ton webinaire, quelqu'un qui nous demande des exemples de reporting transactionnel, rapport détaillé de vente. Pourrons-nous utiliser le store Data Lake pour le reporting transactionnel également? Oui, on pourrait. Ça pourrait être un cas. Moi, je l'ai souvent vu aussi avec du temps réel. Donc, on parlait de transactions. Si on veut pouvoir capturer ces transactions-là en temps réel et les voir sur un tableau de bord. Tiens, aujourd'hui, c'est le Black Friday. Je suis certain qu'il y a des entreprises qui veulent voir leurs ventes en temps réel sur un beau tableau de bord et les partager rapidement au sein de leur entreprise. C'est un cas que moi, j'ai déjà vu dans une entreprise de retail, par exemple. D'accord. J'espère que ça répond à la question. Nous avons Marc qui pose une question. Est-ce qu'un lac de données peut être mis en place dans n'importe quelle entreprise? C'est une bonne question. Justement, on a vu plusieurs cas d'entreprises au début. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que mon entreprise est dans un de ces cas-là? Donc, soit qu'on recherche de l'analyse ad hoc, soit qu'on veut capitaliser sur du machine learning, on veut avoir des données en temps réel, par exemple. Donc, démarrer avec ce cas-là, démarrer avec un petit projet, comme gérer, par exemple, des données non structurées, comme des photos, des vidéos, etc. Ce qui est bien aussi avec la technologie du lac, surtout si vous l'utilisez au niveau infonuagique, c'est que votre coût, comment vous allez être facturé sur ces compagnies via ces compagnies-là, c'est sur votre utilisation. Donc, même si vous commencez à stocker juste quelques gigs de données, vous allez seulement payer pour ces quelques gigs de données-là. Donc, commencez avec un petit projet et là, faites-le grandir peu à peu. Donc, c'est vraiment l'avantage du lac et l'avantage d'utiliser l'info nuagique à ce niveau-là, c'est que vous pouvez totalement commencer petit et faire grandir votre initiative. Merci. Il y a une dernière question, et non, je ne pense pas que ce soit la dernière, donc une nouvelle qui nous demande. Vous avez parlé des coûts de stockage avec un data lake. Est-ce que c'est vraiment plus économique dans toutes les situations? La grosse, et encore une fois, là, ma réponse va vraiment être au niveau de l'utilisation du cloud ici. Le gros point majeur de notre lac, c'est que ça va venir séparer notre stockage et notre processing, donc notre transformation des données. Lorsqu'on a une base de données, notre base de données, elle fait les deux. Donc, elle stocke nos données et aussi, elle va les travailler, les transformer, les processer. L'avantage de notre lac, c'est qu'on vient diviser les deux. Et je dois vous dire, en termes de coût, c'est vraiment notre processing, notre transformation de données qui va coûter le plus cher. Notre stockage, lui, n'est pas si cher que ça. En tant que nous, individus, on peut aller acheter 1 terabyte de disque et c'est quand même assez peu coûteux. Donc, en stockant nos données dans un endroit de façon perpétuelle, ça ne nous coûte pas trop cher. Puis là, quand vient le temps de traiter ces données-là, on part un système comme un Databricks, par exemple, qui va coûter cher, oui, mais qui va rouler pendant 1 heure, 2 heures, tout dépendant du temps que vous avez à processer vos données. Donc, c'est vraiment le découplage du processing et du stockage des données qui va vraiment vous faire sauver de grands coûts. Encore une fois, si vous utilisez les technologies infonuagiques.
Eh bien, écoute, merci Gabriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Si vous avez, on a encore quelques secondes et quelques minutes pour les recevoir. Je voulais aussi préciser à tout le monde que la présentation et l'enregistrement va vous être transférés. Et c'est moi-même qui va vous l'envoyer personnellement. Donc, vous allez tous la recevoir. Voilà, parce qu'on a eu une question sur le sujet. Eh bien, écoute, Gabriel, il n'y a pas plus de questions qui arrivent. Donc, de mon côté, je te remercie, toi, pour cette présentation et je remercie l'intérêt et la curiosité de chacun des participants d'être venu aujourd'hui. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci Camille et merci à tous pour votre attention.